Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orient, des programmes, comme vous l'avez constaté, cela fait déjà depuis le 7 janvier dernier, tous les programmes qui ont été complètement chamboulés dans une France, il faut le dire, profondément endeuillée. Ce soir, on a voulu revenir sur le nouvel an berbère et sur la question identitaire qui est, comme vous le savez, au cœur même du débat aujourd'hui. Dans son allocution souhaitant une bonne année, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a appelé les Berbères de France et les Berbères de Paris à la mobilisation. Nous l'écouterons tout à l'heure. Sur le plateau, le plaisir de recevoir la diva de la chanson kabyle, poétesse également, avec son légendaire groupe Durdura, Dura Lacroix. Bonsoir Dura. Bonsoir. Sur le plateau, un confrère et un écrivain, Youssef Zirham, qui est donc journaliste à la presse algérienne, mais aussi il anime une émission sur Berbère Télévision. Et qui est aussi écrivain, comme je vous le disais, plusieurs ouvrages. On citera entre autres L'homme qui n'avait rien compris aux éditions Michelin. Sur ce plateau, Kamel Zouaoui, qui est donc conteur, comédien, et puis bon, il nous disait aussi voyageur et nomade. Kamel, bonsoir. Bonsoir. On écoutera également pendant cette émission une interview du grand footballeur Nasser Sadja qui a été, rappelez-vous, l'entraîneur national de l'équipe algérienne en l'an 2000. Bienvenue dans les studios de Radio Orient. On continue, c'est encore une deuxième semaine de deuil, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, enterrement, bien sûr, des victimes de Charlie Hebdo qui ont été enterrées. François Hollande était ce matin à l'Institut du Monde Arabe, où il a fait un discours très fort, il faut le dire. C'est emblématique, bien sûr, que ça se passe à l'Institut du Monde Arabe. François Hollande a déclaré, je le cite, « Les premières victimes du fanatisme et du fondamentalisme de l'intolérance sont les musulmans ». J'aimerais vous faire réagir par rapport à cette déclaration combien importante aujourd'hui, au moment où on parle effectivement de recrudescence, de violence, d'attaques anti-musulmans. Qui voudrait justement réagir? Youssef Zirham peut-être? Bonsoir. Et effectivement, je crois que le président François Hollande dit les choses de fort belle manière. En revanche, il y a encore du chemin pour que les choses vraies soient dites. Tout de suite, j'aimerais dire une petite chose. L'Occident, aujourd'hui, est responsable de ce qui arrive aussi. Comment? Pourquoi? L'Occident soutient ceux qui manipulent cet islamisme radical, qui le financent. N'ayons pas peur des mots et disons les choses comme elles sont. Je parle du Qatar et de l'Arabie Saoudite. On parlait des monarchies du Golfe. Oui, bien sûr, bien sûr. L'Occident a de très bonnes relations avec ces pays qui financent de près ou de loin donc ce fanatisme et qui fait beaucoup de tort effectivement à travers les quatre coins du monde. Et c'est vrai que le fanatisme islamiste vise d'abord les musulmans qui ont payé à travers beaucoup de pays un lourd tribut. Les premières victimes sont effectivement les musulmans, a déclaré ce matin le président de la République à l'Institut du Monde Arabe. J'ai envie de dire, c'est tout un symbole à l'Institut du Monde Arabe, Dura. Ah, tout à fait, c'est un symbole. Il est allé d'ailleurs à la dernière minute, mais il sait bien pourquoi, parce qu'il voulait justement parler de cette atteinte aux musulmans et à tous les édifices d'ailleurs qui représentent l'islam, pour que un amalgame ne soit pas fait entre les islamistes, les terroristes et la religion
de l'islam qui est pratiqué par nos parents, nos grands-parents, nous-mêmes. Et il a bien dit, on a le droit de croire, de ne pas croire, mais en tous les cas, dans le respect de chacun. Et donc, c'était un symbole fort qu'il est allé porter à l'Institut du monde arabe. Et j'ai beaucoup aimé que ce soit le discours de notre président François Hollande, que ce soit le discours de Manuel Valls à l'Assemblée. Franchement, je les ai trouvés à la hauteur, et je trouve que on ne nous avait jamais parlé comme ça. Et c'est ce qu'on a besoin d'entendre, c'est-à-dire que plus par rapport aux campagnes électorales, ces problèmes d'insécurité, toujours les banlieues stigmatisées, etc. Pour une fois, eh bien, il y a une cohérence. Voilà. Et vous faites partie durable de ces 80% des Français qui ont été effectivement interrogés sur le duo, sur l'exécutif, et visiblement, ils ont un sans faute aux yeux des Français, et quelle que soit leur sensibilité politique, on a un président qui joue le rôle du chef d'État apaisant de plus en plus. Kamal Zouaoui, peut-être sur cette question. Il me semble que l'une des victimes également de ce qui vient de se passer, c'est le vivre ensemble, qui très très rapidement, en quelques coups de balle terribles, a pris du plomb dans l'aile. Et nous les artistes, nous n'avons de cesse de prôner le vivre ensemble en revendiquant nos cultures, soit, mais aussi une culture universelle. Et ce qui s'est passé là, vraiment, je suis et artiste et français et musulman, et je suis triplement victime de ce qui vient de se passer. Alors, on va revenir bien sûr tout au long de cette émission, c'est en toile de fond, bien entendu. Alors, on ne s'est pas souhaité bonne année à Gaz Amgaz, puisque l'objet de l'émission est Yann Ayer. Nous passons donc à 1965. Je le disais tout à l'heure, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a décidé de maintenir la cérémonie pour célébrer Yann Ayer, malgré les événements. C'était lundi dernier à la mairie de Paris. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Pour moi, c'était important parce que c'est aussi une façon de dire aux Berbères, à toutes celles et ceux qui ont une origine, qui est une origine dont on peut être fier, et la culture berbère, on peut en être fier, qu'ils ont leur place dans la République, que sans eux, cette ville ne serait pas ce qu'elle est, la République ne serait pas ce qu'elle est. Vous savez, il faut qu'on accepte nos différences. Hier, on était tous des Charlie, on était tous des Juifs, on était tous des musulmans, on était tous des laïcs, on était tous des policiers, on était tous des citoyens à égalité. Et je crois que c'est ce message-là qu'il nous faut porter, au-delà des mots, le faire vivre dans des actes. Chacun à notre niveau, dans notre vie de citoyen, moi dans ma responsabilité de maire, en faisant en sorte que rien ne vienne abîmer cette capacité, ce ressort qu'ont montré hier les Parisiens et les Français, ce ressort qui est cette envie, ce désir de vivre ensemble, ce que les valeurs de la République et le cadre de la République nous permet de faire. Et hier, le monde entier l'a célébré. C'était Anne Hidalgo, la maire de Paris, appel à la mobilisation de tous les Berbères de France. J'aimerais savoir comment les Berbères de France ont entendu justement cet appel à la mobilisation. Dur-à-la-Croix. Je pense que d'abord il faut rappeler par rapport au discours de Anne Hidalgo. Elle disait les Berbères ont leur place et ici, etc. Mais il faut rappeler que les Berbères et notamment les Kabyles sont quand même les premiers qui sont arrivés. C'est la première immigration qui est arrivée quand même en France, et que maintenant ça date des années même 40, etc. Et donc c'est une communauté entre guillemets qui est bien intégrée. On a connu des artistes qui sont issus de cette immigration. Je parle de Zidane, je parle d'Adjani, je parle de même Edith Piaf, etc. Donc ce n'est plus à dire. Alors recevoir le message de la mobilisation, je crois que on est quand même une société, et puis les Kabyles l'ont montré par le passé, qu'ils faisaient partie d'une communauté qui a toujours lutté pour les libertés,
et pour la démocratie. Qui est engagé sur ce terrain. On a vu quand même par rapport aux problèmes qu'on a rencontrés même dans nos pays d'origine, particulièrement en Algérie, comment ils se sont battus pour la reconnaissance de la culture amazigh, pour les libertés et tout ça. Donc mobilisation, c'est un mot qui est égal à combat, et c'est un combat, et c'est un mot qui est égal à Kabyle. Que les Berbères connaissent, bien entendu. Et que moi je porte même depuis l'origine de la création de Djurdjura, puisque on m'a même appelée la femme aux 1000 combats. Alors la femme aux 1000 combats, et nous sommes ravis de la recevoir en direct de nos studios ce soir. Youssef Ziram, justement, l'appel à la mobilisation des Berbères de France, c'est l'appel à des Français, tout simplement. Les Berbères de France ont toujours eu un comportement honorable par rapport aux valeurs humanistes. Ouais. Depuis qu'ils sont arrivés en France, au fait, les Berbères forment la première communauté, la plus grande communauté allochtone en France, et depuis fort longtemps. On peut dire quand même qu'il y a une diaspora berbère aujourd'hui en France, assez bien structurée. Mais bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, la deuxième langue la plus parlée en France, c'est le berbère. Tout à fait. Et peu de gens le savent. Peu de Français le savent. Et pourtant, excuse-moi de t'interrompre, mais le président Mitterrand, à l'époque, avait dit le berbère est la deuxième langue de France, et si vraiment on veut vivre ensemble, eh bien il faudrait commencer à apprendre cette langue. Mais il y a eu un débat autour de ça. Faut-il enseigner le berbère au sein de l'école de la République? Oui, non. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur ça. Le berbère, pour information, est l'une des langues facultatives, mais qu'on peut passer au baccalauréat en France. Ce qui est fort intéressant parce que le berbère... Il y a une chaire à l'université de Paris 8 bien aussi, sûr, ça il faut le rappeler aussi. Oui. Mais en Algérie, par exemple, le berbère n'est pas encore une langue du baccalauréat, même si la langue est langue nationale en Algérie et langue officielle au Maroc. Donc je voudrais dire que l'immigration berbère est très ancienne. J'ai moi-même un arrière-grand-père qui est mort enterré à Marseille en 1912. Mouloudji, dont le père est kabyle, est né à Paris en 1922. C'est très ancien. En revanche, j'estime que la culture berbère n'est pas encouragée par les autorités françaises. Elle l'a été à un moment donné. Elle ne l'est pas. Disons les choses. Elle l'est de moins en moins peut-être aujourd'hui. Elle l'est de moins en moins. C'est comme si les autorités françaises avaient peur un peu de cette identité berbère. Et puisqu'on parle... Mais j'ai envie de dire justement sur la production aussi bien intellectuelle qu'artistique, on l'a connue d'abord en France. Dans les années 74. Voilà, dans les années 70. C'est l'époque de Ava Vainouva. Voilà. Oui, mais attention. Voilà. Mais après, effectivement... Attention, il y a une situation qui date de 30 ans, qui n'est pas, on va dire, très positive pour cette culture qui, encore une fois, a toujours défendu les valeurs humanistes. Qu'est-ce que c'est qu'un amazigh? Un amazigh, c'est un homme libre. Et qui toujours respecte l'autre, toujours le tolère. Vous savez, dans les pays berbères, comment est-ce qu'on jure? On dit au nom de toutes les croyances. Toutes les croyances, parce qu'effectivement les Berbères ont eu toutes les croyances. Et là on est bien sûr dans un esprit de laïcité, on va revenir justement sur l'amazirité et sur l'amazigh, l'homme et la femme libres. À tout de suite, ça sera juste après cette pause publicitaire, à tout de suite. Et pour fêter le Nouvel An en berbère de 1965, nous sommes aujourd'hui en direct de nos studios avec la diva Djura Lacroix, qui nous fait le plaisir d'être sur ce plateau, un confrère, Youssef Ziram, et Kamel Zouaoui, qui va certainement nous parler de ses contes, parce qu'il fait des contes assez intéressants pour les enfants, mais pour les grands, les adultes, les aînés, pour tout le monde. Il nous fera tout à l'heure peut-être un conte. Mais en attendant, je vous le disais justement à la mairie
Zénith Paris, il y avait foule, il y avait du monde. Toute la communauté berbère était au rendez-vous pour célébrer justement ce nouvel an et l'accueillir bien sûr avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance. Le nouvel an berbère a été donc célébré, vous le savez. Dans la foulée, on a rencontré effectivement Nasser Sanjak. Alors je le disais, Nasser Sanjak, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand footballeur qui aujourd'hui a un club à Noisy-le-Sec, mais qui a été aussi l'entraîneur de l'équipe nationale. C'était lors de la CAN 2000, c'était en l'an 2000 en Algérie. Donc voilà, il a répondu à l'appel de son pays. Il va nous dire, lui qui est né ici, un beurre comme on les appelle, pourquoi c'est important pour lui justement de se définir aussi comme berbère. Je vous propose de l'écouter tout de suite. À tout de suite. Un grand plaisir. Bonne année aussi, on va dire. Hein. On va faire les deux. Je crois qu'on grandit dans la vie, on apprend tous les jours. Et on sait qu'aujourd'hui, nos cultures, nos racines sont en train de nous rattraper. Et elles sont en train de nous parler de l'intérieur. Et nous expliquer réellement qui on est, qui on était, ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et à partir du moment où aujourd'hui on sait qu'on est des berbères, qu'on a un nouvel an, que c'est une grande fête. Et je crois qu'aujourd'hui, comme les enfants, il faut leur inculquer ça. C'est la chance qu'on a d'avoir de multiples cultures. On a la chance d'avoir une culture magnifique. Le nouvel an berbère doit être célébré comme le jour de l'an, comme la fête de la fin du Ramadan, doit être fêté comme toutes les grandes fêtes. C'est pour ça que je me dois d'être tout le temps là dans ces moments importants. Comment vous définissez votre identité, Nasser Sanjak? Vous qui êtes né en France, vous êtes, comme on appelle, un beurre, loin un petit peu de ses origines, mais vos origines vous rattrapent, c'est ça? C'est exactement ça. Je crois que le temps passant, il y a des racines qui sont ancrées profondément en nous, qui sont en train de ressurgir, surtout quand on perd nos parents. On perd les piliers de la maison, les piliers de notre construction, et on retourne à des choses qu'on a peut-être laissées de côté à un moment, on ne s'est pas rendu compte. Et on se rend compte qu'en fin de compte, c'est ça qui nous tient, qui nous ont construit. On a la chance d'avoir ces deux cultures, mais c'est déchirant, c'est terrible. On a vécu pendant des années en opposition complète. Et là, aujourd'hui, on s'est réconciliés, les deux sont réconciliés. Donc, on n'a pas peur d'aller fêter peut-être le jour de l'an, et d'aller fêter le Père Noël, et d'aller fêter aujourd'hui le nouvel an berbère. Et je crois que à notre âge, je crois que c'est devenu une force. Est-ce que justement, dans la France d'aujourd'hui, la diversité, c'est pas un handicap? Non, je crois qu'on va arrêter. Il y a des discours pour chacun des personnes. Je crois que pour nous, on n'a pas besoin d'écouter ces bêtises-là. La France connaît sa force. Elle sait qu'elle vient de toutes les diversités qu'elle a eues. Elle a réussi à construire, vous avez vu un peu, ces bâtiments, ces maisons, la richesse des gens. C'est quand même agréable d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Je veux dire, si on est tous d'accord ensemble, on ne va pas avancer loin. D'avoir des gens en opposition, d'avoir des gens qui sont d'autres idées, d'autres pensées. Et cet échange-là nous enrichit. Et je crois que moi, j'ai la chance d'avoir des amis dans toutes les nationalités, toutes les religions. Et qu'est-ce que ça m'a enrichi, hein. C'est magnifique. Hein. Vous avez transmis tout ce patrimoine à vos enfants. Vous avez transmis cette belle langue aussi et l'histoire de la mazirité à vos enfants, M. Sanjak? Oui, j'y suis dedans depuis quelques temps. J'essaie déjà de bien m'informer, moi, parce que je travaille beaucoup là-dessus. Du retard à rattraper déjà à votre niveau? Ah, beaucoup. Mais bien, moi j'interprète ça comme une belle histoire, comme l'histoire de l'Orient, l'histoire des mille et une nuits. On a la chance d'avoir cette chance-là. Bien sûr qu'il faut transmettre, bien sûr, il faut expliquer. Pour expliquer que faut que tu saches d'où tu viens pour que tu saches où tu vas. C'est une phrase qui est banale mais qui prend son sens avec l'âge. Et je crois que j'ai besoin de savoir vraiment qui étaient mes ancêtres pour savoir pourquoi j'ai aussi cette âme de combattant toute ma vie. Je crois que ça vient de mes ancêtres. Et donc j'ai besoin de savoir d'où ils viennent. Nasser Sanjak, une question qui me taraude l'esprit. Je ne vais pas vous l'éviter ce soir, même si c'est le nouvel an berbère. Vous avez été l'entraîneur de l'équipe nationale algérienne dans le cadre de la CAM, c'était en 2000. En l'an 2000. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette Algérie qui a fait appel à ses talents franco-algériens? Bien sûr. Pour avoir une expérience, c'était une belle expérience. Hein, pour des gens qui sont d'ici, qui viennent là-bas. Non, moi j'ai vécu ça comme une grande aventure. Vraiment, j'ai compris ce que c'était que l'État. J'ai compris que quand on se met au service d'un État, d'un pays, d'un peuple, en sachant que c'est le football, c'est quelque chose d'énorme. J'ai compris que là on se met au service d'un pays et d'un peuple qui est un amoureux du football
et qu'il fallait surtout pas les décevoir. Et j'ai eu la chance que ça s'est très bien passé et qu'Alhamdoulilah m'a donné vis-à-vis des gens qui aujourd'hui encore viennent me disent merci. Je crois que le plus beau plaisir que j'ai gagné, c'est que j'ai fait plaisir à beaucoup de monde et ça m'a suffi largement. On a vécu un mondial formidable aussi avec des Franco-Algériens qui nous ont fait de très très belles prestations sportives extraordinaires. Est-ce que vous êtes prêt à réitérer cette expérience en Algérie? L'expérience aidant, il faut surtout quand on va en Algérie prendre beaucoup, alors je dis beaucoup de précautions. Parce que si c'est pour y venir et c'est de confronter à des cultures ou à des modes de fonctionnement qui ne rentrent pas dans les miens, c'est pas possible. Par contre, s'il y a des vrais projets avec des gens qui ont envie réellement d'avancer, oui, bien sûr, on a au service. Mais je le redis, avec beaucoup de précautions. Azgoaz Damiguez, bonne année à tous. Et j'espère que l'année prochaine, on va trouver beaucoup plus de monde. Chaque année, il faut grimper une marche. Signé Nasser Sanjak. Merci Nasser. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Et grande star bien sûr du football, vous l'avez reconnu, Nasser Sanjak. Alors, vous l'avez entendu avec moi justement, Nasser Sanjak qui dit qu'avec l'âge, les racines le rattrapent et pour lui c'est beaucoup plus une force, une richesse qu'autre chose. Vous voulez réagir, oui, Kamel Zouaoui? Je voulais dire que je suis très ému par la première partie des propos de Nasser Sanjak. Dans ma famille à Saint-Étienne où je suis né, de mon côté maternel, je suis Sayad. Le nom de ma famille est Sayad. Je suis un descendant d'Abdelmalek Sayad. Et mon grand-père, le lundi 5 janvier, nous a joué le tour de quitter ce monde et donc de retourner par le ciel vers ces montagnes kabyles. Donc à Saint-Étienne, nous nous sommes tous réunis pour dire adieu à cet homme qui était notre lien vivant entre hier et demain. Djourel dit souvent, nous sommes les héritiers de l'avenir. Et cet homme était un pont, ça a été un mineur qui est venu travailler en 1946 à Saint-Étienne pour semer ses rêves dans les galeries de charbon qu'on demandait aux robustes Kabyles de venir creuser. Et cet homme en partant, nous l'avons accompagné avec amour et puis surtout dans tous les rituels qui lui faisaient plaisir d'avoir pour partir bien. Et quand on a fini, mon père m'a dit, dans sa pudeur, il a dit « Je suis fier de vous les jeunes ». Ça veut dire qu'il a été assuré que nous savons et que nous n'avons pas perdu. Qu'il y a une bonne relève surtout. Voilà. Que la transmission a été faite. Voilà. Et ce qui est très touchant par rapport à ce que dit Nasser, c'est que nous n'avons plus à avoir honte, si certains avaient honte, nous n'avons pas à avoir honte d'avoir deux cultures et de les porter avec égal amour. Une fois j'étais en Algérie à Tlemcen et on m'a posé la question, on m'a dit « Si tu devais choisir entre tes deux passeports, le français ou l'algérien, lequel choisirais-tu » Et je n'ai pu que répondre « Demande à un oiseau de choisir entre l'une de ces deux ailes ». Belle réponse. Alors on va revenir sur Abdelmalek Sayad. C'est l'homme qui avait dit exister, c'est exister politiquement. Je pense que c'est quand même important de lui rendre hommage ce soir à l'occasion du Nouvel An berbère. Alors merci de patienter avec nous. On prend une petite pause publicitaire et retour sur le plateau de Sans Transition.
on a parlé effectivement des Berbères de France, mais dans les Berbères, il y a effectivement pas que les Algériens, parce que cette année, il faut le dire, ça a été célébré même en Égypte. Au Maroc, un parti d'opposition réclame un jour férié pour le Nouvel An, le parti Istiqlal, qui est un grand parti d'opposition qui comprend moins dans le Parlement aujourd'hui, pas moins de 60 députés, et cela bien sûr conformément à la nouvelle constitution de 2011 qui reconnaît pour la première fois que le berbère et la mazir comme langue officielle. Est-ce que en Algérie, on peut oser demander un jour férié aujourd'hui, Youssef Ziram, le 13 janvier, il est demandé. Il est urgent qu'on le fasse. Ouais. J'aimerais juste plonger un peu dans l'histoire de ce Yenayer et saluer la mémoire et l'action de tous ceux qui ont été dans l'Académie berbère de Paris. Ouais. C'est grâce à eux qu'on fête aujourd'hui Yenayer. Donc c'est eux qui ont institué ce calendrier berbère qui s'inspire, qui vient donc du règne de Chechnar, qui a été qui est monté sur le trône des pharaons et qui a fondé donc la 22e dynastie pharaonique qui a régné pendant plus de 2 siècles. Et je rappelle aussi que le roi Chechnar est cité dans la Bible. Donc c'est cette académie qui a donc fait un travail considérable. Dans l'adversité, qui a été cette académie a été combattue longtemps, durant des années, par le pouvoir d'Alger et qui a été combattue aussi malheureusement par le pouvoir français. Ouais. Alors juste par rapport à la question identitaire et la mazérité qui en Algérie, il faut le dire que ça a été un fait politique avant tout. C'est peut-être l'occasion, on a entendu le PDG de Berbère Télévision rappeler les noms des journalistes qui ont été assassinés en Algérie, par Jaoud, Saïd Makbel, mais il n'a pas aussi oublié de rappeler qu'il y a eu le rebelle de la chanson engagée berbère, Matoub Lounès, qui a été assassiné. Justement, je pense que c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler que ça a été arraché et que de nombreux Algériens l'ont payé au péril de leur vie. Dura. Oui, combien de fois on a fait des hommages à Matoub, il reste dans la mémoire, on essaie justement de perpétuer toujours sa mémoire pour que les jeunes en prennent bien conscience et qu'ils se nourrissent de tout cela. Et pour rebondir un petit peu sur tout ce qui s'est dit tout à l'heure et par rapport même au discours de Nasser qui était un discours du cœur, ça fait plaisir parce que il se sent aujourd'hui, même avec l'âge, mais parfois même sans l'âge, parce que moi je vois mes enfants qui sont jeunes quand même, parce qu'ils ont 23 et 25 ans, et ils sentent qu'au fond d'eux-mêmes, eh bien, ils ont 2 cultures, ils ont 2 richesses et il faut le prendre comme ça. Alors Nasser il disait je voudrais savoir d'où je viens pour savoir où je vais. Effectivement, il faut qu'il sache que ses ancêtres, eh bien, c'était les premiers habitants de l'Afrique du Nord, que la culture berbère est une culture à part entière, que le tifinagh, que tout ça, il faut le répéter sans arrêt et puis la transmission se fait. Et la transmission via les ouvrages, via la production artistique, via les contes, peut-être que tout à l'heure il faut qu'il nous dise. Passez tout de suite s'il le souhaite. Allez-y, Kamel Zouaoui. Allez, Kamel. J'ai réécrit un conte sur Tahbouns, cette omelette que l'on fait quand on fête des naissances, mais j'aimerais là dérouler un conte qui se passe à Oran, parce qu'à Oran, il y a énormément de Kabyles. Et à Oran, au numéro 12 du boulevard du Front de Mer, il y a un enfant qui s'appelle Yanis. Et Yanis, le jour de ses 7 ans, son père lui dit, écoute mon fils, tu viens avec moi demain, nous partons en France, j'ai un travail, je vais faire des voitures dans une usine. Et je n'entends pas partir sans toi. Yanis dit au revoir à ses amis, ses camarades de classe, et puis le lendemain, de Ouaran jusqu'à Marseille, ils prennent le bateau, et puis ensuite, de Marseille jusqu'à en haut à gauche de la France, ils prennent le train. Yanis avait une particularité, c'est qu'il riait tout le temps, il souriait tout le temps. Alors dans son petit village, là où il s'est installé avec son père, on lui a donné un surnom, on lui a dit, lui, on va pas l'appeler Yanis, on va l'appeler l'assureur. L'assureur, c'est normal, il rigole tout le temps, on l'appelle l'assureur, il assure, ils disent ça les jeunes, t'assures. Tu vois, Djoura, comme toi, tu déchires, tu assures. Et Youssef aussi. Et donc il grandit dans la bienveillance de ses camarades, et puis avec ce surnom, l'assureur, un jour on lui demande, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ?
Il dit, j'ai déjà le nom, alors je vais faire assureur. Il passe le diplôme et tout se passe bien. Il est content là où il vit, avec son sourire au quotidien. Et l'ennui, c'est que le jour de ses 23 ans, au milieu du jour, quand le soleil est sur sa tête, il sent l'odeur du couscous qui vient lui chatouiller les narines. Ouais. L'ennui, c'est qu'autour de lui, personne ne fait le couscous. Donc il se dit, c'est pas grave, j'ai le blues aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Et on verra bien demain. Mais l'ennui, c'est que ça continue tous les jours jusqu'à ses 33 ans. Ce jour-là, il va voir un de ses clients, le médecin du corps. Il lui dit, aide-moi s'il te plaît, je crois que j'ai une malformation. Et là, le médecin lui dit, au bout de 6 mois, désolé, je ne peux rien pour toi. Ton problème de couscous n'est pas un problème médical. Et puis ça continue jusqu'à ses 40 ans. Et puis à 40 ans, il va voir un autre client, le docteur de la tête. Et puis il lui dit, écoute, est-ce que tu pourrais m'aider? Je crois que j'ai un problème psychologique, je sens l'odeur du couscous tous les jours. Et puis au bout de 3 ans de consultation, 1 fois par semaine, 75 € la séance. Ah, oui. Le docteur de la tête lui dit, écoute, désolé Yanis, je ne peux rien pour toi, ton problème de couscous n'est pas un problème psychologique. Mektoub, il se dit, c'est le destin. Et il continue à vivre avec jusqu'au jour où il reçoit un appel d'Oran. Et c'est son oncle qui l'appelle avec ses numéros super modernes où on voit les numéros des gens, 00 213 59 27, problème. Alors il rappelle et puis il dit, Shkoun. Et puis dans le téléphone, il y a l'oncle qui lui dit, écoute Yanis, je suis désolé de te déranger, mais voilà, il s'est passé quelque chose. Ta mère est devenue tellement vieille qu'hier, quand elle allait se coucher, ce matin, elle a oublié de se réveiller. Allez, viens, on t'attend. C'est terrible ce que vous nous racontez. Je termine rapidement. Ça donne des frissons parce qu'on imagine. Et Yanis, il prend l'avion, il rentre là-bas jusqu'à Oran, et puis on l'accueille, et puis on lui dit les mots, et puis il dort dans son appartement, et le notaire lui avait dit que le lendemain, cet appartement serait vendu. Et pendant la nuit, il lui arrive quelque chose. Il est dans sa cuisine, il dort sous la table de la cuisine. Et dans son rêve, il y a une voix qui lui dit, Yanis, qu'est-ce que je suis contente. Qu'est-ce que je suis contente de te voir. Il y a tellement d'années que je t'attends. Tu te rappelles pas de moi, mais enfin, c'est moi à la fenêtre. C'est la fenêtre de la cuisine. Elle a décidé de lui parler pendant la nuit. Et elle lui a raconté tout ce qu'il avait raté. Elle lui a parlé de tous ces hier qu'il n'avait pas vécu là-bas. Elle lui a parlé des changements de drapeau. Elle lui a parlé de tous ces bateaux qui sont repartis. Et puis le lendemain matin, avant qu'il ne se réveille, elle lui a dit une dernière chose. Elle lui a dit, tu sais Yanis, comme tu vas me vendre aujourd'hui, il faut que tu saches ceci. Depuis le jour de ton départ, tous les matins, ta mère, elle préparait un couscous. Et quand le couscous était prêt, elle posait le plat sur moi, elle soufflait et elle disait, mon Dieu, apporte l'odeur de cette semoule jusqu'aux narines de mon fils et fais qu'elle puisse toucher son âme et me le ramener au plus vite. Et quelques heures plus tard, il y a le notaire qui est arrivé, avec lui les acheteurs, et Yanis, il les a regardés et puis leur a dit, Samhaya, excusez-moi de vous avoir fait monter jusqu'ici, mais aujourd'hui cette maison ne sera pas vendue et demain non plus. Parce que j'ai appris cette nuit qu'il y a des choses dans la vie qui n'ont pas de prix. Et ces choses-là, par nature, ne peuvent pas être vendues. Bravo, on a envie de vous écouter toute l'émission, même le réalisateur vous applaudit. C'est vraiment émouvant, merci. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Youssef Zerem? C'est bien fait, c'est très profond et ça parle à toute l'humanité. C'est universel, c'est amazir. Absolument. Vous avez compris pourquoi je vous l'ai amené aujourd'hui. Mais vous avez bien fait, bravo, cher Dura. Mais j'ai envie de continuer, excusez-moi, avec Kamel. Vous avez travaillé sur un personnage connu, célèbre, j'ai envie de dire légendaire, c'est Joha. Exact. Je fais depuis une dizaine d'années un travail sur Nasr Eddin Hoxha, qui est connu de l'Orient jusqu'à l'Occident, qui est connu de la Perse jusqu'en Afrique, qu'on connaît chez nous au Maghreb sous le nom de Joha, Shha, Goa pour les Égyptiens. C'est un liant, c'est un outil pédagogique ce personnage. C'est une raison supplémentaire de vivre ensemble les uns les autres. J'étais dans un festival en Corse et je raconte les histoires de Nasr Eddin en disant Inch'Allah, en disant ces mots-là qui sont de chez nous aussi. Et les mamans corses me disaient, mais il connaît bien les histoires de notre personnage. Parce que Nasr Eddin, chez les Corses, c'est grosso minuto. Et quand je le dis en Italie, ou quand je le dis en Espagne, ou quand je le dis en Calédonie, ou quand je le dis dans mes villages kabyles, je vois dans les yeux, quand je le dis à Paris, eh bien, je ressens dans les yeux une petite lueur qui dit, tiens, on a aussi ça en commun. Aussi, absolument. Nasr Eddin Hoxha est un élévateur spirituel et social. Il donne envie, par le côté absurde de ses fables, il donne envie d'aller vers l'autre par le rire, par l'émotion et par simplicité. En fait, c'est ce qui nous unit, c'est cette simplicité, cette fragilité et cette importance que l'on a de traverser chacun ensemble la vie.
Vous êtes dans la transmission et vous le faites, j'ai envie de vous dire, d'une manière remarquable. On aimerait vous écouter tous les jours sur Radio Orient. Venez dimanche au centre Mandapa à 15h. Dimanche, il passe au centre Mandapa à Paris dans le 13e. Voilà, je présenterai la trilogie Nasreddin, c'est-à-dire 3 spectacles sur Joha, avec cette volonté de rappeler à chacun qu'il ne faut surtout laisser personne nous faire croire que nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Absolument, et c'est d'actualité aujourd'hui, j'ai envie de dire. Justement, on marque une petite pause après ces contes fabuleux signés Kamel Zouaoui. Ce sera juste après la courte pause. À tout de suite. Ce soir, vous êtes bercé et transporté surtout par de grandes voix, il faut le dire, Djura et celle d'un conteur que nous découvrons en direct de nos studios, Kamel Zouaoui, et puis aussi par la voix engagée de Youssef Zerham, il ne faut pas oublier, bien sûr, un journaliste connu qui a écrit de nombreux ouvrages. J'aimerais parler de la transmission, parce que autant Kamel écrit, bien sûr, ses contes, heureusement, parce que dans nos pays, malheureusement, il faut le dire, on est beaucoup plus dans l'oralité. Justement, comment préserver ce patrimoine et écrire surtout, parce que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Oui. Non, mais on est un peuple de tradition orale. La transmission est portée par les femmes, donc c'est pour ça que depuis toujours les femmes ont été des poétesses, ont chanté. J'ai même moi, quand j'ai commencé à fonder le groupe Djurdjura, qu'est-ce que j'ai dit? Nous chantons tout haut ce que nos mères ont fredonné tout bas. Et c'est toujours d'actualité, et la tradition le rappelle. Je suis vraiment tellement heureuse que Kamel soit venu aujourd'hui, parce qu'on aurait fait l'émission l'autre jour, lundi, c'était pas possible. Et donc, je ne fais moi aussi que transmettre. Et j'ai écrit aussi un conte musical qui s'appelle Les Deux Demi-Frères, mais je reviendrai un jour vous le raconter, parce que c'est des réminiscences de contes que me racontait ma grand-mère au coin du feu, et qui sont pleins comme ça d'imagerie populaire, de proverbes, de pensées, et que évidemment j'ai fait évoluer à ma façon. Et d'ailleurs, avec Kamel, on a l'intention de préparer quelque chose ensemble entre le djha masculin et le djha féminin. Parce qu'il existe au féminin aussi. Voilà. Voilà, c'est une exclusivité. Et je me sens... Il faut rendre sa place à la femme chez les Berbères, à Mazir, et plus généralement, mais la femme chez nous est d'une importance, elle est un noyau, c'est capital, la femme. Et elle joue un rôle moteur, absolument. Alors, on a effectivement dit qu'il y a eu une production fabuleuse ici en France, la promotion de la culture berbère passe par la chanson, par le théâtre, par également la production intellectuelle, par la poésie, mais elle s'est jouée également, pour revenir encore en Algérie, sur le terrain du combat politique, parce que pendant longtemps en Algérie, on a fait croire au peuple algérien que la majorité était beaucoup plus un danger pour l'unité nationale. Sur cette question-là, Youssef Zerham. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire... Avec Youssef, c'est toujours avant, bravo à Kamel. Il a tellement de choses à dire. Je voudrais dire que une grande partie de la solution au problème des quartiers en France, elle réside dans la culture. Voilà l'éducation et la culture. Voilà les gens qu'il faut encourager. Mais il y a des gens qui le disent depuis 30 ans. Si on encourageait les jeunes à prendre leur culture d'origine et la culture française, ils seront plus forts. Ils ne seraient pas tentés par l'intégrisme islamiste. Et cela, la culture est une arme. Il faudrait que cette culture soit véritablement encouragée. Il ne faudrait pas continuer à faire les politiques de culture de clichés. Bien sûr. Il faut sortir des clichés. Mais il faut sortir aussi de cette démarche d'assimilation également. Mais bien sûr. Mais la culture est universelle. Oui. La culture a un seul pays, l'humanisme, l'humanité. Et donc, il faudrait arrêter de cloisonner les gens, mais de leur donner la chance de saisir toutes les cultures. La culture est universelle. Pourquoi est-ce que, justement, revenant à l'Algérie, on ne l'a pas compris comme ça et qu'on a présenté, justement, la revendication berbère comme un danger à l'unité nationale? Ça n'a jamais été un danger.
toutes les cultures du monde ne peuvent en aucun cas être un danger. Toutes les langues du monde ne peuvent jamais être un danger. On a toujours une chance de pouvoir connaître et maîtriser une culture, une langue. Mais ce ne sont que des calculs politiques, des calculs politiques très étroits, des calculs politiques qui ont un seul but, se maintenir au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, il s'avère qu'il y a eu des gens qui se sont battus depuis de longues années, depuis les années 40. Les premiers printemps berbères ont eu lieu en Algérie. Bien avant cela, des gens se sont battus et l'ont payé de leur vie. Benaï Wali a été assassiné par le FLN, alors que c'était l'un des leaders du PPA. C'est l'un des premiers nationalistes. Il a été liquidé par le FLN dans son village natal de Jamal Sahrij. Donc cette histoire de gens qui se sont donnés à cette culture, qui ont donc payé de leur vie, est très ancienne. Et le combat remonte à loin. Absolument. Oui, le combat remonte à loin. Seulement, il y a eu des évolutions. Il faut les saluer, bien sûr. Il faut parler des avancées qu'il y a eu, effectivement. Il y a eu des avancées. Aujourd'hui, la culture berbère est fêtée à travers toute l'Afrique du Nord. Cette année, même l'Égypte a fêté le Yenayer. C'est extraordinaire. Au Canada, également au Québec. Oui, bien sûr. Ça, c'est la diaspora, c'est une évidence. Mais beaucoup de chemin reste à faire. Il est reconnu comme une langue officielle, ça, il faut le reconnaître. Et il est reconnu langue officielle qu'au Maroc. En Algérie, le pouvoir algérien ne veut pas reconnaître officiellement cette langue. Mais il y a une percée quand même, puisque c'est une des revendications des Harouches, de tout le mouvement berbère. C'est le mouvement citoyen de Kabylie. Qui a fait que le pouvoir algérien a décidé de reconnaître la langue amazigh comme langue nationale. C'est un coup de force. On est loin du Maroc qui reconnaît comme dans la ce mouvement citoyen aurait dû être encouragé des quatre coins de l'Algérie. Ça n'a pas été le cas. Et 126 personnes ont été tuées par le pouvoir algérien. Et jusqu'à présent, les assassins de ces jeunes tués ne sont pas passés en justice. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais il y a une jeunesse en Algérie par les réseaux sociaux notamment, une jeunesse en Algérie qui revendique et qui pousse derrière la reconnaissance de Yenayer comme jour férié. Et donc il y a vraiment une émulation, une demande qui s'est fait autrefois dans la rue, qui s'est fait aussi dans quelques endroits de lieux de culture. Le lieu de culture et la culture sont un ciment pour nous aider à construire des choses de demain. C'est pourquoi on essaie de les s'interroger justement ce soir. Pourquoi bien sûr. Il y a eu des évolutions. Par exemple, aujourd'hui, à travers les quatre coins de l'Algérie, le peuple algérien revendique sa part de berbérité, ce qui est extraordinaire. Par exemple, les Oranais disent dans leur parler de chaque jour, ils disent le khodmi pour le couteau. Le khodmi, c'est un terme berbère. Les Oranais disent afarto pour le papillon. Le farto, c'est du berbère. À l'époque, ils étaient complètement à côté de cette culture, mais maintenant, ils se la réapproprient. Il y a une réappropriation qui se fait effectivement dans les médias algériens aujourd'hui. Il y a des journaux, effectivement, il y a des rendez-vous d'information. Les journaux, il n'y en a pas. Il n'y a aucun journal écrit en berbère en Algérie. C'est une grande tare. Il faut y remédier. Non, c'est la Dépêche. Il est écrit en langue française. Oui, mais enfin... Non, c'est un quotidien régional en langue française. Je crois savoir qu'il y a quand même un quotidien régional, non en langue berbère. Il n'y a aucun journal en langue berbère. Il y en a eu deux. C'était deux jours. Il n'existe plus. C'est deux journaux du RCD et du FFS. Je me disais, j'ai une bonne mémoire encore. Oui, tu étais journaliste en Algérie. Tu as vu certainement la sortie d'Assalou du RCD, qui n'a pas fait l'enfeu, comme on dit en langue française, et Amainout du FFS. Mais aujourd'hui, ces journaux ont été imprimés pendant quelques mois, c'est tout. Mais effectivement, dans l'histoire de la presse algérienne, on peut signaler leur parution. Il y a eu des tentatives. Mais aujourd'hui, l'État algérien est obligé de faire plusieurs journaux. D'abord, et puis donc tous les gens qui se revendiquent de cette culture devraient aussi sortir des slogans pour aller dans la production. Mais moi, je suis tentée de m'interroger ce soir. Pourquoi est-ce que à côté il y a un pays voisin qui s'appelle le Maroc, qui reconnaît dans sa constitution, la toute dernière en 2011, l'amazigh comme langue officielle, alors que l'Algérie non. Pourquoi justement? Eh bien, le Maroc est en avance sur beaucoup de sujets sur l'Algérie. Il faut le dire, je suis d'origine algérienne, mais il ne faut pas avoir honte de
le dire. Quand un pays nous dépasse, il faut le saluer. Il faut saluer ses efforts. Seulement, il y a des calculs politiciens aussi. Hein. Le choix même de l'utilisation du Tifinagh comme graphie unique est un mauvais choix. Alors que beaucoup de travaux ont été faits en caractère universel. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est la modernité. Hein. C'est la progression, le développement réel de cette langue. Dura, vous avez été bien sûr un peu partout dans le monde, au Maroc. Oui. Vous êtes justement, accueillis. ce qui est très dommage, c'est que bon, l'émission arrive à sa fin et qu'on a toujours des choses encore à dire et à redire. Mais moi, je vous promets qu'on n'attendra pas le prochain Yanaïev pour vous réinviter. Non, on va certainement c'est que se revoir. Nadia, ce qui est important de dire, c'est que de toute façon, on n'arrête pas le cours de l'histoire. C'est clair. Et qu'on y arrivera de toute façon. Je l'ai dit quand j'ai commencé Djurdjura, on y arrivera de toute façon, même par rapport aux femmes et au respect et à leur place dans la société, qui est elles qui transmettent. Et aujourd'hui, je sais qu'elles sont à des postes de responsabilité. C'est très important. Et moi, j'ai fait mon expérience et j'ai été invitée dans des grands festivals à Mazir au Maroc. Et j'espère que dans quelques temps et un temps très proche, eh bien, Djurdjura pourra aller en Algérie, chanter devant tout le peuple algérien qui se réclame de sa berbérité. Et vous avez compris, on prépare le retour de Djurdjura en Algérie. Alors, on dit Inch'Allah. Inch'Allah. Mais Djura, là, bien sûr, on termine avec la voix de Djura, bien entendu. Qu'est-ce que vous nous avez choisi comme titre? Eh bien, les mauvais jours sont terminés et les jeunes filles vont danser. Voilà. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Merci, Tanmir. Quel beau titre. Quel très beau titre et quel beau choix. Et bien, justement, bonne année, Asgas. Asgas. Alors, on a quoi? Voilà.